C'était il y a un certain temps, c'était en 94, mais j'étais allée à La Réunion à cette époque-là et donc j'ai vécu un viol là-bas. Et comme j'avais un compagnon en France, quand je suis revenue, je lui ai dit voilà, j'ai vécu un viol et je suis peut-être tombée enceinte. Et donc mon compagnon était assez compréhensif à l'époque et il était même prêt à garder cet enfant. Donc je suis allée au planning familial. Et pour moi, c'était l'endroit où j'aurais des informations sur, au cas où je suis enceinte, comment on fait pour s'occuper de l'enfant. Est-ce qu'on peut accoucher sous X? Est-ce que... euh, voilà, je voulais juste des informations. Pour moi, le planning familial, c'était l'endroit où on avait des informations concernant la famille et concernant les enfants à naître. Donc je suis allée au planning familial de Lille. Et en fait, eh bien là-bas, en discutant avec les dames, elles m'ont dit que c'était pas possible, que je ne pouvais pas garder cet enfant. Et tout de suite, elles m'ont parlé donc de la RE 486. Donc elles m'ont dit vous ne pouvez pas garder le fruit d'un viol. Et donc elles m'ont parlé d'un hôpital, enfin c'était l'hôpital de la Fraternité qui pratiquait ce genre d'interruption de grossesse. Et donc moi je ne savais pas du tout ce que c'était, j'étais abasourdie parce que en fait moi j'y allais pour avoir des informations pour garder l'enfant et en fait je partais avec une documentation sur comment le supprimer. Et puis il s'est avéré qu'en fait j'étais pas enceinte. Donc l'histoire a été réglée, si ce n'est que je suis tombée enceinte de mon compagnon peu de temps après. Et là, le coup fatal, alors qu'il était d'accord pour accepter le précédent qui n'était pas de lui, là, il n'était plus question du tout d'avoir un enfant. Donc quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte de lui, là, il m'a dit on ne peut pas le garder, on n'a pas d'argent, on est trop jeune, donc tu le supprimes. Et moi à l'époque, donc j'avais toute cette documentation que j'avais eue du planning familial, donc je me suis dit s'il en veut pas, je sais comment faire. Je sais comment faire pour le faire partir. Et j'étais un peu indécise parce qu'en fait, moi je pense que j'étais assez prête à l'idée d'avoir un bébé. Mais je faisais aussi beaucoup confiance à ce compagnon-là que j'aimais. Donc voilà, ça a été une torture mentale à savoir qu'est-ce que je fais, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Et pour lui, c'était hors de question que je le garde de toute façon. Donc, eh bien, j'ai contacté cette clinique de la fraternité dont j'avais les coordonnées. J'étais presque à terme, enfin j'étais presque arrivée au bout de la durée pendant laquelle on peut encore avorter. Et donc, ils m'ont envoyé voir une psychologue, vite fait, et qui m'a demandé si j'allais bien dans ma tête, si j'avais pas de problèmes familiaux. J'ai dit non. Et voilà, je me suis retrouvée en fait dans une petite pièce avec un verre d'eau et je sais même plus, je pense qu'il y a 2 cachets et 2 cachets à côté. Et je savais toujours pas si je devais les prendre ou pas. Il y avait donc cette infirmière qui était à côté. Et là, je réfléchissais, je me disais je le fais pas. Et l'infirmière s'est énervée en disant mais qu'est-ce que vous attendez pour avaler ces cachets? Et j'ai dit je réfléchis et elle m'a dit mais si vous êtes là c'est que vous avez déjà pris votre décision donc dépêchez-vous et qu'on en finisse. Des filles, il y en a plein qui attendent dans le couloir donc précipitamment j'ai pris les cachets sans même avoir le temps de réfléchir. Il y avait de fortes chances que je perde l'embryon chez moi en fait, et parce que c'est des cachets qui provoquent des contractions. Et donc en fait, effectivement, j'ai senti quelque chose tomber chez moi et on m'avait demandé de le recueillir, en plus de recueillir ce qui tombait, et donc je l'ai recueilli dans un petit flacon qu'on m'avait donné. Et voilà, l'affaire était finie. Je suis retournée les voir et je leur ai donné le flacon. Je leur ai dit, je ne sais pas si c'est le fœtus. Et la dame a rigolé au nez en disant, ah, c'est pas un fœtus, c'est un amas de cellules.
Et elle me dit, qu'est-ce que je fais? Je le jette à la poubelle. Et moi, je dis, bah oui. Et, et voilà, et c'était fini. Et je suis partie de là. J'ai eu le sentiment que j'avais fait une grosse bêtise, mais que c'était trop tard. Et cette bêtise, elle me hante et elle me poursuit encore aujourd'hui. J'ai le sentiment d'avoir tué. Euh, j'ai le sentiment qu'on ne m'a pas donné la possibilité de réfléchir, de pouvoir garder cet enfant. Et pour moi, c'est une blessure et un vrai drame. C'est-à-dire que ma vie s'est arrêtée, enfin la vie, tous mes espoirs, mes rêves d'adolescente, tout ce que j'avais programmé pour ma vie s'est arrêté ce fameux mois de juillet 94, quoi. C'était... Voilà, donc j'avais endossé une certaine forme de culpabilité. En plus, il s'avère que bah, je pleurais tout le temps, j'étais déprimée, j'ai fait une tentative de suicide après. C'est un ami qui m'a arrêté dans cette tentative, qui est arrivé pile au moment où j'avais la lame du couteau sur le cœur. Et après, bon, bah, je sentais qu'il fallait que je cherche, si Dieu existait, que je cherche un sens à ma vie, sinon j'allais laisser ma peau. Donc j'ai fait une démarche, on va dire, spirituelle à l'époque, en me jurant bien que si je tombais enceinte à nouveau, jamais plus je recommettrais cette erreur-là. Et en plus, je suis tombée enceinte 4 ans plus tard et j'ai perdu le bébé à 5 mois de grossesse. Donc là, je pleurais tout le temps parce que ça me renvoyait toujours à l'enfant que j'avais fait partir et je me disais, mais parce que j'ai supprimé un enfant, on m'en enlève un autre, quoi. C'est la vie qui... La vie m'avait donné un bébé et je l'ai fait partir, donc elle me reprend celui que j'avais décidé de garder. Et je me suis dit, après tout, c'est logique. Voilà, quoi. Et donc c'était atroce et je me disais que c'était bien mal fait. J'en voulais beaucoup au planning familial, qui en fait n'est pas familial du tout. Et j'en voulais surtout au fait que personne sur mon chemin m'a aidé à garder cet enfant. Et aujourd'hui, pour avoir 3 enfants, je peux vous dire que c'est un combat de les garder, ces enfants, aujourd'hui. Tellement on est dans un processus où visiblement ça dérange. Tomber enceinte, c'est devenu un accident, un drame, plutôt que d'être une joie. Voilà, et mon deuxième combat, si je puis dire, c'était pour ma deuxième grossesse, parce que donc je suis tombée enceinte, enfin on ne dit pas tomber enceinte, c'est peut-être une expression galvaudée. J'ai eu la joie d'attendre un enfant, donc en 2002. Et on s'est aperçu pendant ma grossesse que j'avais contracté le cytomégalovirus, le CMV. C'est un terme un peu barbare, mais les effets sont identiques à la rubéole, je pense. C'est-à-dire que le médecin m'a dit c'est une maladie qui provoque soit une hypertrophie cérébrale, soit une cécité, soit une surdité. C'est-à-dire, grosso modo, on me disait que mon enfant allait être anormal. En plus, j'avais été opérée juste avant d'une hémorragie interne. Donc, comme ils se sont aperçus de ma grossesse après l'opération, ils ont dit qu'à cause des médicaments que j'avais pris, l'enfant serait certainement anormal. Donc, de toute façon, il fallait que j'avorte. Et là, j'ai refusé. Et ils m'ont dit, on va au moins faire une amniosynthèse pour voir si l'enfant est normal ou trisomique. Et j'ai dit, mais une amniosynthèse peut provoquer une fausse couche. Ils m'ont dit oui, donc j'ai dit, je ne vais pas faire une amniosynthèse, risquer de perdre un bébé pour qu'on me dise qu'il est normal ou pas normal. Je dis, de toute façon, s'il n'est pas normal, comme vous dites, je le garde. Et j'ai pensé à l'époque à l'histoire de Marc Keller, qui a fondé les écoles pour aveugles, pour les sourds et les aveugles. Et donc, je me suis dit, même si elle est aveugle ou sourde, je ne vois pas en quoi c'est un critère pour pouvoir se supprimer un enfant. Enfin, je veux dire, quand bien même elle aurait une oreille plus grande que l'autre, c'est pas un critère suffisant pour... à mon avis, il n'y a pas de critère suffisant pour supprimer un enfant d'ailleurs. Donc bref, j'ai résisté, j'en avais marre de me faire enguirlander, on va dire.
Donc j'ai décidé de partir. C'est-à-dire que c'était à 2 mois de grossesse et je suis partie à La Réunion 3 mois. Et quand je suis revenue donc, à Paris, on m'a traitée de folle. On m'a dit mais vous êtes folle, vous êtes partie, on ne vous a pas suivi. Il peut arriver n'importe quoi. Et j'ai dit bah vous voyez bien qu'il se passe rien d'anormal. Je grossis, je sens le bébé bouger, donc tout va bien. On m'a fait faire un IRM parce qu'on voulait voir si l'enfant avait été atteint, et visiblement oui. Et j'ai réussi à mener cette grossesse à terme. Et donc, Blanche est née par voie basse, de façon naturelle, et elle n'avait aucun problème. C'est-à-dire qu'elle a la chance de jouir de tous ses sens, et rien ne manque. Donc voilà, donc le gynécologue m'a dit bah bravo, vous avez été entêtée, mais grâce à votre entêtement, on voit que le CMV n'est pas une fatalité et que visiblement les conséquences ne sont pas inéluctables. Donc il dit grâce à votre entêtement, ça pourra peut-être faire force de loi. Voilà, donc ce combat-là a été gagné, mais c'était pas le dernier. C'était pas le dernier parce que et ben voilà, il y a Cassie que je tiens dans mes bras, bah, j'ai failli pas voir son visage aussi, parce que là pour le coup je suis tombée enceinte, mais on va dire que c'était un accident comme on dit aussi. Pareil, le père n'était pas du tout prêt à être père, donc il m'a demandé d'avorter quand il a su que j'étais tombée enceinte. Et là, non, pareil, j'ai dit que je pouvais pas. Et donc là, il s'est mis à être violent et il m'a menacée. Faut dire comme voilà, faut dire la vérité, c'est bien ça. Et là, pour le coup, j'ai eu peur. C'est-à-dire, je me suis vraiment dit je suis en situation de danger de mort, donc est-ce que c'est pas une raison suffisante pour passer à l'acte? Et j'avais beau me souvenir du combat que j'avais mené contre l'avortement, etc. Même là, j'étais prête à passer le cap, tellement c'était presque du harcèlement psychologique. Et je savais plus me dépêtrer de tout ça. Donc j'ai vraiment eu besoin de me tourner vers un avis extérieur. Parce qu'au début, on m'a dit, j'étais faire une échographie, on m'a dit que le bébé allait partir parce que le placenta se décollait. Alors je me suis dit, bah super. Le bébé va partir de lui-même, il y a un Dieu, c'est génial. Le problème est réglé. Et en fait, c'était pas réglé du tout. Je dirais que heureusement qu'il y a eu ce souci comme ça. Moi, j'ai pu me reposer là-dessus en me disant, le bébé partira de lui-même. Et en fait, l'enfant est resté. Et ça a été très dur parce que je croyais que j'aurais pas la force de résister au papa qui était vraiment virulent. Et j'ai un ami qui m'a dit, ne t'inquiète pas, si tu choisis la vie va t'aider. Donc j'ai gardé cette phrase. Il y avait une autre amie que j'ai rencontrée qui m'a dit, ne touche pas à cet enfant, aussi compliqué qu'est ta vie. La vie a permis que tu renoues avec tes anciens démons, que tu te retrouves dans une situation que tu as déjà vécue. Et pourtant cet enfant a une histoire qui est peut-être pas simple, mais qui est son histoire personnelle et qui n'est pas la tienne. Et tu ne peux pas interférer avec ça. Donc j'ai décidé de garder cet enfant. Je suis partie un peu au vert aussi pendant une semaine pour être au calme. Et voilà. Et en fait, mon petit bout est né en juillet dernier. Et je m'aperçois en plus que c'était le chaînon manquant à ma vie, en fait. C'est que non seulement le papa s'est calmé et a un peu accepté l'idée d'avoir un enfant, même s'il ne sera pas là pour l'élever. Et cet enfant fait ma joie, celle de ses demi-sœurs. Et en plus, depuis que j'ai cet enfant, il y a plein de choses qui ont changé favorablement dans ma vie. Et aujourd'hui, si je compare ma vie avec cet enfant en plus, qui n'était pas forcément désiré par rapport à l'avortement que j'aurais pu faire, je pense qu'il n'y a pas photo, quoi. Je préfère 1000 fois vivre avec des petites difficultés du quotidien avec un enfant en plus, que vivre avec le remords éternel
d'avoir fait partir un enfant, quoi. Je pense que l'enfant, dès la conception, il est programmé, il a sa carte génétique, c'est déjà un individu dès la conception. Enfin, à mon avis. Moi, je me sens comme une criminelle par rapport à ce que j'ai fait, oui, c'est clair. Je pense que ceux qui ont tué un être, je sais pas, par balle, dans un accident de voiture, ceux qui ont déjà vécu douloureusement le fait d'avoir tué quelqu'un, moi je pense que je souffre les mêmes. Après avoir vécu l'avortement, je dirais que je souffre j'endure les mêmes souffrances psychologiques que ces personnes-là. Parce que c'est la même chose. Je me sens aussi coupable que quelqu'un qui aurait abattu une personne dans la rue. Et voilà, sauf que cette personne n'était pas visible, mais en plus je l'ai fait à l'intérieur de moi-même. Ce qui est, je trouve encore plus condamnable, parce que là c'était quelqu'un qui ne pouvait pas se défendre. Mais oui, je me sens comme une criminelle. Moi je me suis punie toute seule. C'est-à-dire que je me suis empêchée de vivre après. J'ai passé tout le temps de la grossesse en fait que j'aurais dû avoir. Parce qu'il y en a qui disent oui, j'ai pas d'enfant parce que je dois travailler, etc. Et ben moi je me disais ça aussi à l'époque. Je dis de toute façon il faut que je travaille, donc c'est pas le moment. Et en fait pendant les 9 mois qui ont suivi, je suis pas sortie de chez moi. Je restais enfermée, je voulais parler à personne. Donc j'aurais mieux fait d'avoir l'enfant et d'aviser après. Parce qu'au final j'ai pas travaillé, ça m'a bloquée. Donc je me suis isolée socialement, isolée psychologiquement. Je me suis créé une propre prison. Je me suis condamnée toute seule. Je me suis infligé en fait ce qu'on aurait dû infliger peut-être à une personne coupable.